Stéphane. Donc pour la suite de l'après-midi, on va avoir une intervention sur le Data Challenge Cytologia et comment améliorer le diagnostic en hématologie biologique grâce à l'IA. Et donc pour cette intervention, nous accueillons Sami Damami, qui est biologiste médical, entrepreneur et innovateur et notamment cofondateur de Algoscope. Bonjour, donc je vais vous présenter le Data Challenge Cytologia. Alors, quelques introductions. Donc, l'hématologie, c'est l'étude des maladies du sang. La cytologie, c'est l'étude des éléments figurés du sang, des cellules qui sont sur le frottis sanguin. Et c'est l'examen le plus prescrit en France. Donc, l'hémogramme est l'examen le plus prescrit en France. Donc, c'est l'étude quantitative et qualitative des cellules du sang qui se compose des leucocytes, des leucocytes, des hématies et des plaquettes. Et donc, il a de très nombreuses indications. Nous allons nous concentrer dans cette présentation sur les leucocytes qui contiennent de nombreuses classes et sous-classes et dont la discrimination est délicate et demande l'expertise d'un cytologiste. Alors, l'hémogramme se réalise en première étape par un automate de numération automatisé qui va réaliser la grande majorité des formules sanguines. Et selon des critères ou s'il y a des alarmes, il va y avoir un frottis sanguin qui va être étalé et qui va être analysé par un cytologiste. Donc, l'étude de ce frottis sanguin est importante pour les diagnostics d'hémopathie maligne et leur suivi. C'est le gold standard dans le diagnostic des hémopathies malignes, mais donc, il a une bonne sensibilité et spécificité, mais il y a une variabilité interopérateur, il est opérateur dépendant, il est chronophage et répétitif. Donc, comme toute chose chronophage et répétitif, il y a aussi une fatigabilité de l'opérateur au cours de la journée, et donc son acuité peut être plus faible en fin de journée. Et il demande une formation longue. Donc, on peut voir ici, donc ça c'est un contrôle qualité externe proposé par l'Association de biologie praticienne d'une lame avec uniquement la morphologie en entrée. Et il y a une hétérogénéité de diagnostic proposé par les biologistes. Donc, ça montre que le diagnostic sur la morphologie est délicat. Et il y a eu, vers la fin des années 2010, la mise en place de microscopes numériques pour semi-automatiser cette étape. Donc, elle permet un gain de temps en recherchant les cellules sur la lame, en les présentant sur un mur d'image et en réalisant une préclassification. Mais cette préclassification n'est pas parfaite. Donc, il reconnaît bien les leucocytes normaux, mais il est rapidement mis en défaut sur les leucocytes pathologiques. Donc, à partir de là, on a voulu développer une IA pour pallier à ce problème. Donc, cette IA permet une homogénéisation des compétences sur le territoire. Car il faut savoir que la compétence en cytologie est hétérogène sur le territoire, elle est concentrée dans les centres d'expertise. Donc tous les biologistes lisent des frottis, mais dans les centres experts, la compétence est plus présente. Et donc avec cette intelligence artificielle, on pourra égaliser les compétences, donner un diagnostic peut-être plus précoce et participer à la formation continue. Donc, alors, les algorithmes classiques d'intelligence artificielle, tels que les algorithmes de machine learning, ne peuvent pas analyser directement les images. Et donc, il faut développer un extracteur de caractéristiques. Son développement est lourd, compliqué, et il faut une étroite collaboration entre les informaticiens et les biologistes. Et en plus, ce qui va en sortir sera difficilement généralisable, car il sera sensible à la moindre variation, par exemple, dans notre cas, au niveau du frottis sanguin, de variation de luminosité ou de coloration. Et avec les algorithmes de deep learning, donc, les modèles peuvent directement analyser les images. Et donc, à ce niveau-là, la production du modèle est plus simple, car les deux phases sont distinctes. Les biologistes peuvent faire leur dataset, et ensuite, il sera donné aux data scientists pour produire l'IA. Alors, donc, nous avons cherché les datasets disponibles en cytologie. Donc, ils sont nombreux, ils sont de qualité, mais vu la complexité pour les mettre en place, soit ils sont peu de classes, peu d'images ou sont monocentriques. Et certains sont difficiles d'accès, il faut envoyer un mail, on n'y a pas accès facilement.
Mais malgré cela, il y a eu de nombreuses publications sur le sujet. Mais généralement, le modèle n'est pas mis en ligne et il n'y a pas d'impact sur la pratique car ils ne sont pas généralisables vu qu'ils ont été faits sur les datasets qu'on a vus précédemment et qui ne contenaient pas suffisamment de classes pour automatiser la routine. Du coup, nous avons décidé de faire le projet Cytologia pour mettre en place un dataset avec un nombre de classes suffisant pour pouvoir automatiser la routine. Donc, le projet Cytologia, donc dans un premier temps, on a constitué une base de données riche, variée, monocentrique, avec un nombre de classes suffisant. Et la deuxième étape est le Data Challenge, où nous avons mis en concurrence les candidats pour réaliser le meilleur modèle. Nous avons utilisé le réseau des biologistes du GFHC, qui contient 300 biologistes experts répartis dans différents centres pour pouvoir avoir une base de données monocentrique. Et le recueil des images était rétrospectif et anonymisé. Donc, pour réaliser ce recueil, nous avons réalisé une plateforme pour l'occasion qui facilite la tâche de constitution et de labellisation de la base de données d'images. Donc, le cytologiste du centre inclueur va sélectionner les images, les uploader, elles seront pré-labellisées et ensuite, 2 biologistes experts vont vérifier et corriger cette labellisation. Une fois le dataset constitué, il a été donné au prestataire qui a hébergé le Data Challenge, qu'il a splitté en base de données d'entraînement, de test et de validation. Donc, au final, nous avons réussi à avoir au moins 70 000 images réparties en 23 classes provenant de 23 centres experts. Et donc, ce dataset est assez varié et il a été mis en open data. Donc on espère qu'il pourra aussi servir à faire de nombreuses publications et participer à la formation continue. Le Data Challenge a duré 6 semaines, a mis en concurrence 250 équipes. Il y a eu plus de 2000 soumissions de modèles et les scores finaux ont dépassé 93% de précision. Il y a eu donc 3 lauréats qui ont mis en open source aussi leurs modèles et que nous verrons après. Merci. Merci beaucoup, Samy. On va voir s'il y a des questions dans la salle. Merci pour la présentation. Une question concernant l'IA qui a été développée ou le modèle qui a été montré, que vous avez montré sur l'une des slides. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails peut-être sur le modèle d'apprentissage utilisé? Vous avez mentionné une approche deep learning, réseau de neurones. Alors oui, en fait, les candidats vont présenter leur modèle par la suite. Donc nous, on a fait le dataset et les candidats ont réalisé les modèles de deep learning. D'accord, parce que j'avais une question concernant l'approche utilisée, parce que... Ça marche, ok, très bien. Ils vont en parler en détail. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. Et donc pour la mise en application maintenant de ce projet-là, puisque vous dites que l'objectif c'est d'améliorer les résultats, d'optimiser. Comment va se faire la suite? Donc en pratique, les modèles sont disponibles. Et donc on a été approché par les industriels qui font les microscopes numériques. Et on verra par la suite si on pourra voir avec eux pour les intégrer ou les utiliser dans les labos, vu que les modèles sont open source. En fait, pour l'instant, il n'y avait pas de dataset disponible pour réaliser des modèles qui pourront être utilisés en pratique. Donc avec ce dataset, il y a suffisamment d'images pour que soit l'industriel ou n'importe qui d'autre puisse réaliser un modèle qui pourra fonctionner en pratique et reconnaître une bonne partie des cellules qui seront données par les microscopes numériques. Donc, avant, on n'avait pas accès à ce type d'images sur Internet. C'était très compliqué. Il y avait surtout des datasets avec des images de leucocytes normaux ou quelques classes pathologiques. Et juste si je peux compléter la réponse de Samy, généralement dans les data challenge, c'est des résultats qui permettent de prouver qu'on peut adresser la question via ce type de modèle, mais il y a des collaborations qui permettent d'aller plus loin. C'est rarement des ressources qui peuvent être applicables directement à l'issue du challenge.
La base de données des images, oui. Vous n'avez utilisé que les images générées en France? Je n'ai pas très bien compris si c'était européen ou pas. Il y a des images de France, de Belgique et de Suisse. Parce que moi, j'ai travaillé dans un hôpital à Londres où ils sont spécialisés de certaines de ces maladies. Et ça aurait été sympa de les inclure. Oui, vu que c'est les références mondiaux, des personnes qui sont référents mondiaux. On a utilisé le réseau du GFHC. Et pas de souci. Ça aurait pu être bien. En fait, effectivement, le GFHC, c'est le groupement francophone d'hématologie cellulaire. Et l'initiative Data Challenge, c'est plutôt une initiative nationale à ce stade. Mais c'est une bonne remarque. Donc, il n'y a pas de questions en ligne. Donc, s'il n'y a plus de questions dans la salle, on peut passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup. Et donc, pour cette intervention, nous allons accueillir le docteur Thomas Boyer, hématologue et biologiste au CHU d'Amiens. Donc, on va avoir une autre vision sur le Data Challenge Cytologia. Et donc, ce sera une intervention sur les données ouvertes en IA, hématologie biologique. Quelle perspective après le Data Challenge Cytologia? Merci. Bonjour à tous. En fait, je vais un petit peu rebondir et compléter finalement sur les questions qui ont été posées à Samy, puisque c'est complètement ça, que ce soit au niveau de l'utilisation de la base de données, comment on en fait, etc. Et tout d'abord, effectivement, on n'a inclus que des centres français, du fait de la raison d'être du GFHC qui est francophone, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire, et j'aborderai le sujet plus tard, notamment en ce qui va concerner la validation externe de l'algorithme, parce que pour le coup, on ne peut pas le publier en l'état scientifiquement sans validation externe. Samy l'a dit, on a des datasets disponibles, mais qui sont quand même un petit peu limités. C'est comme prendre donc un algorithme qui serait un peu finalement très très luxueux pour faire tourner quelque chose d'un peu rustique. Donc voilà. Mais ça, effectivement, c'est des collaborations sur le sang, parce que sur la moelle, les Français ne fonctionnent que comme les Français. On ne fait rien comme tout le monde. Donc voilà. Donc c'est moi. Donc voilà, donc parmi les perspectives, alors Samy a déjà dit un certain nombre de choses, donc je vais pouvoir passer très très rapidement dessus, mais en fait, la genèse, donc cette slide, vous la connaissez parce que vous l'avez déjà vue. En fait, vraiment, je tiens à rappeler, c'est très difficile, en fait, la cytologie. Donc, je vous ai mis 2 slides pour vous l'illustrer. Donc, en fait, là, vous avez une maladie du sang, c'est un lymphome, hein, donc hyper facile, hyper classique. C'est vraiment une forme qui ne doit poser pas de problème. Vous avez vu toutes les réponses qu'il y a, ça posait problème. Donc, quand même, on se retrouve donc avec des lymphomes. Bon, finalement, on se dit, il se trompe de lymphome, c'est pas très grave. On peut rattraper le coup. On a quand même des gens qui classent ça en forme réactionnelle, genre comme une virose après un rhume. Vous avez cancer versus virose. Vous voyez, un petit peu, c'est quand même assez problématique d'avoir ça. Donc cette expertise, elle est vraiment présente dans les centres hospitaliers universitaires français. Elle commence à être perdue lorsque vous partez en centre périphérique et elle est vraiment égarée lorsque vous vous retrouvez en laboratoire de ville. Et donc avec des disparités de compétences qui n'ont pas lieu d'être, puisque les internes sont tous formés dans des CHU. Et donc, effectivement, vu que c'est une tâche qui est un petit peu compliquée, qu'on sait que le deep learning existe et qu'en plus, l'IA a le bon ton d'être très à la mode en ce moment, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser... Alors en plus, ça nous donnait une image un peu sympa, parce que la cytologie, on va pas se mentir, c'est quelque chose d'assez ringard. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui fait rêver les jeunes médecins. Donc du coup, on s'est dit, si on met de l'IA, peut-être qu'on va finalement intéresser un auditoire plus large. Bon, à voir. Alors, juste, c'est un peu le même principe là-dessus. Donc voilà, vous avez ces 2 cellules-là sur un frottis. Elles se ressemblent quand même beaucoup, sauf qu'à gauche, c'est un cancer. À droite, c'est un lymphocyte normal. Donc, vous voyez, on peut quand même très, très rapidement surveiller. Donc, en fait, on est parti vraiment de ce postulat-là en se disant, bon, est-ce que finalement, on ne pourrait pas trouver des algorithmes qui pourraient nous aider? Donc, ça, Samy vous l'a exposé. Et en fait, voilà, parmi les suites du Data Challenge, et qui est réellement un point fort, et je vais le détailler un peu, même si Samy l'a un petit peu abordé, c'est la base de données. C'est vraiment un trésor. Sur le coup, en fait, on s'en rend peut-être pas compte quand on organise le Data Challenge, puisque c'est très fastidieux quand même de labelliser 70 000 images, hein, puisque
En vrai, on était censé être 4. Bon, finalement, on s'est retrouvé 2, voire 1. Donc, c'était quand même très, très difficile. Mais en sachant que ça vaut le coup parce qu'il y a une vraie problématique médicale derrière et une vraie modification de la prise en charge. Et donc, cette base de données, finalement, c'est peut-être un des points de suite du Data Challenge les plus évidents et parmi les plus immédiats. Dans la suite immédiate, la valorisation scientifique. Donc, vous avez le nom de tous les auteurs qui ont envoyé suffisamment d'images. C'est pour ça qu'on a réduit à 20 centres, parce qu'il y a 3 centres qui ont envoyé 5 images. Je leur ai dit que bon, hein, c'est mignon, mais voilà. Et donc, en fait, ça présente les résultats du Data Challenge. Alors, c'est un papier qui est plutôt grand public. En fait, puisqu'on va l'envoyer probablement à Nature Communications, qui est quand même un journal plutôt d'audience médicale. Donc, aller trop dans les détails, on va dire, techniques de l'algorithme, n'a pas réellement de sens. Par contre, on peut faire une approche un peu plus computationnelle et envisager donc un autre article basé, lui, plus sur les détails techniques de l'algorithme gagnant, enfin des algorithmes gagnants, parce que les performances sont extrêmement proches, et les approches aussi. Donc voilà, donc ça fait partie des suites. Donc bon, j'ai fait la diapo de titre, en gros, j'ai fait l'introduction, il faut que je continue, hein, c'est un petit peu de travail, et aussi, comme je vous disais, valider de façon externe l'algorithme. Alors je pense que pour des raisons de facilité, on va partir sur un dataset existant, parce que je vais vous montrer les datasets qui existent. Ils sont moins bien que le nôtre. En toute modestie, bien sûr. Mais ils ne sont quand même pas parfaits. Alors, un des datasets qui potentiellement pourrait être un petit peu... Oula, tout revient par ici. Qui pourrait être un petit peu intéressant, c'est le dataset Rabin WBC qui réunit à peu près 40 000 images. Mais donc, problème, c'est ce que disait Samy tout à l'heure, toutes ces datasets sont récoltés de façon monocentrique. Donc, aucune variabilité. Donc, en fait, vous entraînez un algorithme sur les mêmes données. C'est très, très confortable. Il n'y a aucune mise en danger. Et donc, ça manque de robustesse parce que si vous le testez dans le centre voisin, ça ne marchera pas très bien. En plus, 72 lames 200, on va dire que vous prenez un CHU de taille moyenne, il fait 200 lames 200 par jour. Donc, 72 lames 200, c'est un petit peu paresseux. Et surtout, quand vous voyez les classes qui ont été récupérées, ce sont des cellules normales. Donc, reconnaître des cellules normales sur un frottis sanguin, c'est pas très, très compliqué. Et ça n'a aucun intérêt, surtout, pour la prise en charge. C'est juste que ça vous fait vaguement gagner du temps. Un petit peu plus intéressant, le High Resolution WBC Dataset, donc 16 000 images, et des cellules pathologiques, donc des cellules leucémiques, ici et ici. Donc, c'est un petit peu mieux, bien qu'il n'y ait que 9 classes. Bon, il y a quand même 16 000 images. Alors, très impressionnant puisqu'il a 190 000 images quasiment, 16 classes, c'est pas mal du tout. Mais en fait, cette base de données, c'est un petit peu... au début, je voulais l'utiliser pour valider de façon externe l'algorithme, mais en fait, cette base de données, c'est un petit peu le souk, puisqu'en fait, vous avez des images de lames de sang, de lames de moelle, de lames de ganglions, parce qu'on peut aussi faire ça. Donc en fait, la variabilité, pour le coup, là, elle est beaucoup trop importante, mais ça reste du monocentrique. Donc du coup, voilà, c'est un peu mieux que les autres, en raison du nombre et des classes de pathologies. Vous avez donc, par exemple, donc ce sont des cancers hématologiques ici, c'est assez intéressant. Le dataset de Barcelone, donc, qui est un des plus vieux datasets qui existe, pareil, donc les images ont été prises sur un microscope automatisé proche de ceux que nous avons utilisés pour le Data Challenge. Par contre, voilà, c'est plus des classes normales là aussi. À la limite, ce dataset peut être utilisé pour des preuves de concept, en fait, de fonctionnement un peu grossier d'un algorithme, mais ne permet pas réellement de répondre à la question médicale. Donc, comme je vous disais, pas assez de variabilité, pas assez de classes. Ce sont des datasets monocentriques. Et l'idée de départ aussi, c'était de dire, bon ben voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez nos voisins francophones, et pour justement élaborer un dataset très varié. Donc, on a réuni à peu près 70 000 images. Et alors, une des grandes forces aussi du Data Challenge, parce que, et ça,
tous ceux qui travaillent avec des bases de données savent à quel point la labellisation est importante, en fait. Et c'est une labellisation qui a été faite en double, voire en triple. Donc, en fait, ça a été fait par des experts de CHU. Alors, en fait, globalement, comment ça se passait? Donc, vous avez donc sur cette magnifique carte très, très bien fléchée, donc les 20 centres francophones qui ont participé donc, à l'étude. Donc il y a beaucoup de centres parisiens, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose. Et en fait, ce que faisaient les biologistes dans chaque centre, donc c'était des données qui étaient bien sûr anonymes et rétrospectives. Ça, c'était la condition sine qua non pour participer. Donc on voulait que les images soient absolument intraçables. Les biologistes nous disaient, ben voilà, on charge sur la plateforme Algoscope tel type de cellule, tel type de cellule, tel type de cellule. La base de données Algoscope a été constituée. Et avant de passer sur la base de données Trusty pour organiser le Data Challenge, 4 biologistes experts de l'association ont relu les images et vérifié que toutes les images étaient bien annotées, que les cellules étaient bien identifiées. Et donc ça, c'est un niveau, on va dire, de labellisation qui peut-être existe ailleurs, mais qui n'est jamais mentionné dans les publications. C'est très très flou dans les publications quand, en fait, la base de données, les gens passent très très rapidement dessus. C'est plutôt une question de nombre en fait d'images, pas tellement une question de fiabilité, de qualité. Et là, on voulait vraiment, parce qu'en fait, on savait derrière que cette base de données, elle allait être en open data. On n'aurait quand même pas eu l'air très fin si, quand même, on est censé être des experts là-dedans, si on propose des images complètement fausses et mal annotées. Ça fait quand même désordre. Donc, et puis bon, déjà que la cytologie, je vous disais, c'est ringard, alors si en plus on fait n'importe quoi, ça ne va pas aller. Et donc, parmi les 20 centres francophones, alors même si nos colorations sont proches, elles ne sont pas pareilles, la luminosité n'est pas pareille, les réglages, les étalements ne sont pas pareils. Donc vous avez une certaine forme de variabilité qui a servi à construire la base de données. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on a pu... Alors, on s'est dit avec Samy et Soufiane que pour proposer les images de Data Challenge, on voulait qu'il y ait au moins 1000 images par classe de leucocytes. Si on en avait moins, on la mettait de côté. On ne voulait pas qu'il y ait de risque de surapprentissage avec les mêmes images qui reviennent tout le temps. Donc, en fait, on a pu classer les leucocytes en différentes classes, donc les normaux, les cellules leucémiques, donc ce qu'on appelle des blastes, donc avec différents types de leucémie, et notamment ce sous-type de leucémie-là, c'est une urgence médicale absolue, et c'est très très important de le diagnostiquer très vite pour donner de la chimiothérapie en urgence, parce que les patients peuvent s'aggraver extrêmement vite, c'est ce qu'on appelle dans le langage public des leucémies foudroyantes. Donc vous voyez qu'on avait 4600 images de ça, donc on a bien pu proposer aux algorithmes de s'entraîner, et le F1 score pour cette classe-là, pour les 3 algorithmes gagnants, était autour de 0,98, ce qui est énorme et ce qui est vraiment, un très beau résultat. On avait donc les cellules lymphomateuses. Donc le lymphome, c'est un autre type de cancer hématologique. Donc là, la base de données avait été un petit peu enrichie, ce qui fait qu'on a pu inclure ces classes-là. On avait les classes de lymphocytes réactionnels, ce qui est très important. C'est important de distinguer, comme je vous disais, une cellule cancéreuse et une cellule résultant d'une virose. Les cellules précurseurs et, très important aussi, les artefacts. En fait, ça a l'air de rien, mais on peut avoir des artefacts, des cellules éclatées, des choses comme ça sur le frottis, que des gens peuvent confondre avec des vraies cellules. Et donc, finalement, rendre un décompte faux. Donc, ça a l'air... Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça peut être un véritable problème. Alors, pour finir, parce que c'est un petit peu des news qui sont tout à fait récentes, qui datent d'il y a 2 semaines. Donc, le but ultime, quand même, comme l'a dit Samy, c'est quand même de garantir une égalité des chances de diagnostic précis sur le territoire. Ça fait un petit peu... ça peut sembler être un peu chimérique, mais pas impossible. Et donc, comment intégrer un algorithme du Data Challenge au microscope automatisé parce que les performances sont actuellement peu satisfaisantes. L'immense majorité du marché, c'est Cellavision, donc qui est une boîte suédoise. Et en fait, j'avais contacté la représentante française de Cellavision il y a 2 mois à un congrès.
Elle m'avait dit des oui polis. Bon, je me suis dit, en fait, c'est une bonne façon de t'envoyer bouler. Et en fait, non. Elle a contacté ses supérieurs en Suède, et j'ai fait une visio avec eux il y a 2 semaines. Ils sont très intéressés par la base de données et par donc je leur ai présenté rapidement les performances des algorithmes. Ils sont très intéressés. Ils ont aussi été très intéressés par le fait que je leur ai dit que j'étais pas pressé. Et ça, ils étaient plutôt contents parce qu'en fait, ils sont un petit peu sollicités à droite à gauche par des boîtes pour faire ça. Après, voilà, on va voir où ça nous mène, mais bon, en tout cas, je pense qu'on a mis le pied dans la porte et que ça pourra déboucher sur quelque chose. On espère, parce que franchement, là, pour le coup, ce serait une vraie... c'est bien de faire des publications, c'est bien de faire des outils pédagogiques, mais ça, ce serait vraiment une très grosse avancée médicale. Donc, ce Data Challenge, au-delà donc, du plaisir que ça a été à vivre, parce que finalement, on a fait ça pendant 2 ans, et c'était vraiment très, très intéressant. Et les perspectives, que ce soit au niveau pédagogique ou technologique, elles sont absolument réelles. Le point fort de Cytologia, vous l'avez bien compris, hein, c'est la base de données. Prochaines étapes, c'est valider l'algorithme sur un dataset labellisé. Il faut, moi, que je vois au niveau du GFHC comment on peut utiliser la base de données pour former nos internes et les futurs cliniciens. Ça se réfléchit pour faire quelque chose de bien. Alors, là, on était sur du CNN. Ce serait intéressant de passer sur du DNN, en fait, pour intégrer dans des modèles multi-omiques ces données de cytologie avec des données, je ne sais pas, de biologie moléculaire, de cytométrie en flux, en fait, d'autres examens. Ne pas s'arrêter seulement à la morphologie, mais pour ça, il faut passer à l'étape au-dessus. Et alors, la grande perspective, mais alors, ça, pour le coup, je ne sais pas si ça se fera un jour, mais bon. C'est les lames de myélogramme. Le gros souci des lames de myélogramme, c'est qu'en fait, il n'existe pas de scanner de lames à l'heure actuelle pour justement les lire de façon efficace. Parce que vous pensez bien que c'est dur de lire une lame de sang, mais c'est encore plus dur de lire une lame de moelle osseuse. La moelle osseuse, hein, c'est l'organe où naissent les cellules hématopoïétiques et où donc se développent les leucémies. Donc ce serait une étape intéressante, mais voilà, pour le coup, qui est vraiment très, très éloignée et qui sera dans un futur un petit peu plus lointain. Et je crois que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, c'était une intervention très intéressante. On a le temps de prendre quelques questions si on en a sur place. Alors, combien de patients composent ces 70 images ou combien d'images par patient, si vous voulez? Alors, c'est une très très bonne question et volontairement, en fait, je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait, c'était la condition sine qua non, c'est qu'on ne puisse pas remonter de l'image au patient. Bon, je ne sais pas, j'irais 10 000 patients peut-être, j'en sais rien, un peu des choses comme ça. C'est pas des maladies orphelines, hein, donc vous en avez, je sais pas, un centre moyen comme Amiens, on a 50 nouvelles leucémies par an à peu près.